Ce matin-là, la fazenda Santa Esperança semblait respirer avant le soleil. La brume basse couvrait les champs de soja comme un voile fin et le bruit des premières machines réveillait les chemins de terre rouge. Tout semblait en ordre pour celui qui regardait de loin. Mais dans cet endroit, l'apparence n'avait jamais été une garantie de rien. Chaque hectare gardait une histoire. Chaque virage de la route portait un souvenir. Et chaque récolte dépendait de détails trop petits pour tenir dans un tableau. Monsieur Valmir le savait mieux que quiconque. À 52 ans, dont 23 consacrés à cette terre, il n'avait pas besoin de consulter un écran pour comprendre ce que le sol disait. Il lui suffisait de se baisser, de prendre une poignée de terre, de sentir l'humidité entre ses doigts et de regarder le vent courir sur les feuilles. Le colonel Augusto Brandão disait toujours que la Santa Esperança avait été bâtie avec du courage, mais maintenue avec de l'écoute. Quand il avait acheté ces terres, beaucoup de gens s'étaient moqués de lui. Il disait que rien ne poussait là-bas, que le sol était têtu, que l'eau disparaissait trop vite, et que seul un homme sans jugement miserait de l'argent sur ce morceau de Cerrado. Augusto avait parié. Il s'était beaucoup trompé, avait perdu des nuits, vendu du bétail, renégocié des dettes, appris auprès d'anciens voisins et surtout appris à écouter les gens simples qui connaissaient la campagne sans avoir besoin de faire de discours. Parmi tous, personne n'avait été plus important que Valmir. Le péon était arrivé jeune, silencieux, avec peu de vêtements et une volonté sérieuse de travailler. Avec le temps, il était devenu l'homme que tout le monde cherchait quand quelque chose semblait trop étrange pour être expliqué. Cette année-là, pourtant, la ferme faisait face à une récolte décisive. Le contrat avec la coopérative était important, le délai était serré et un retard pouvait coûter plus d'1 million de raies d'amende. Augusto suivait tout de près, comme il l'avait toujours fait, jusqu'au jour où il sentit une forte douleur à la poitrine pendant une visite à l'entrepôt. La frayeur conduisit le colonel directement en ville. Le médecin parla de repos absolu. 90 jours loin des champs, sans réunion, sans discussion, sans tentative de donner des ordres en cachette par téléphone. Dona Neuza, ferme comme toujours, promit de surveiller chacun des pas de son mari. Augusto fit semblant d'accepter, mais ses yeux restèrent fixés sur une question à laquelle personne ne répondait. Qui mènerait la récolte? C'est alors qu'Isabella Brandão revint. 26 ans, diplômée en administration, vêtements clairs, parfums chers, et la confiance de quelqu'un qui croyait que l'organisation résolvait toute confusion. Elle arriva au volant d'une voiture importée, qui souleva de la poussière à l'entrée principale et se gara devant la maison principale comme si elle prenait la direction d'une entreprise ordinaire. Elle apportait ordinateur, dossier, graphique et un discours prêt sur la modernisation. Pour elle, la ferme avait besoin de méthode, de contrôle et d'autorité. Les péons la reçurent en silence, non par manque de respect, mais parce qu'ils savaient reconnaître quand quelqu'un posait les pieds dans les champs sans comprendre le poids de cette terre. Le premier jour, Isabella occupa le bureau de son père et commença à réviser les rapports. Elle vit des coûts élevés, des itinéraires de machines peu efficaces, des équipes qui semblaient confuses et des décisions qui n'étaient documentées nulle part. Cela la dérangea. Comment une ferme de cette taille pouvait-elle dépendre de conversations à la radio, de messages donnés au bord des cultures et d'observations d'hommes sans badge de chef? Gilberto, le contremaître, tenta d'expliquer que là-bas, beaucoup de choses fonctionnaient parce que certaines personnes connaissaient chaque coin de la propriété. Isabella écouta, mais n'absorba pas. Pour elle, la connaissance n'avait de valeur que lorsqu'elle était organisée, signée et prouvée. Monsieur Valmir apparut cet après-midi-là près du lot 4, où une moissonneuse attendait l'autorisation. Il portait une chemise bleue délavée, un vieux chapeau et des bottes marquées par de la boue sèche. Il s'arrêta devant la plantation, observa les feuilles quelques instants et demanda à l'opérateur d'attendre encore 2 heures avant d'entrer. La raison était simple pour lui. Il y avait une humidité cachée dans le couloir central, suffisante pour alourdir le grain et compromettre la livraison. L'opérateur obéit sans poser de questions. Isabella vit la scène de loin et fronça les sourcils. Elle n'aima pas comprendre qu'un ordre informel avait plus de poids que le calendrier qu'elle venait d'approuver. Lors de la réunion du soir, tous les responsables s'assirent autour de la longue table. Isabella projeta des graphiques, expliqua les objectifs et annonça des changements pour accélérer la récolte. Lorsqu'elle mentionna le lot 4, Valmir leva les yeux.
Il dit que ce secteur devait attendre que le vent tourne, parce que le couloir central retenait l'humidité après les nuits froides. Isabella demanda s'il y avait un rapport. Il répondit calmement qu'il y avait 23 ans d'observation. Quelques hommes baissèrent la tête. Elle interpréta le silence comme une résistance. Valmir, lui, ne tenta pas de convaincre plus que nécessaire. Un homme qui connaît la terre sait qu'un avertissement donné n'a pas besoin de devenir une dispute. 2 jours plus tard, Isabella décida d'anticiper la récolte du lot 7. Sur le papier, le changement économiserait du carburant, réduirait les heures de machine et libérerait l'équipe pour les champs du sud. Le rapport semblait parfait. Gilberto se sentit mal à l'aise, mais ne s'opposa pas à la décision. Dans la salle pleine, Valmir demanda la parole. Il dit que le lot 7 cachait un ancien problème de drainage et que récolter avant l'heure ferait arriver le soja hors norme. Il dit aussi qu'il y avait un secteur près de l'ancien pare-feu où le sol trompait, sec en surface, lourd en dessous. Isabella inspira profondément, fatiguée de cette opposition silencieuse. Elle se leva, posa les mains sur la table et le regarda devant tout le monde. Elle dit qu'elle respectait son temps passé à la ferme, mais qu'elle ne pouvait pas diriger une opération millionnaire basée sur l'intuition d'un péon qui n'avait même pas terminé le lycée. La salle se figea. Valmir resta immobile, sans baisser les yeux. Isabella continua, blessée par son propre orgueil, affirmant qu'il existait une hiérarchie et que celui qui ne l'acceptait pas devait chercher le portail. Puis, comme si elle ne faisait que clôturer un point de l'ordre du jour, elle déclara qu'il était renvoyé. Personne ne parla. Gilberto serra fortement son stylo. Un superviseur regarda vers la fenêtre. Les responsables semblaient avoir perdu l'air. Valmir prit lentement son chapeau, passa les doigts sur le bord usé et se leva. Il ne cria pas, ne montra pas l'erreur du doigt, ne demanda pas qu'on revienne sur la décision. Il fixa seulement Isabella pendant une longue seconde, de celles qui restent habiter la mémoire, et dit qu'une culture ne respecte ni nom de famille, ni diplôme, ni précipitation. Elle respecte celui qui apprend son secret, avec patience. Puis il sortit. La porte se referma sans force, mais elle sembla faire tomber quelque chose d'invisible à l'intérieur de la maison principale. Isabella revint au projecteur, feignant la fermeté. Elle dit que la réunion continuerait, et que tout le monde devait suivre le nouveau calendrier. Personne ne contredit. Pourtant, chaque visage montrait la même certitude cachée. La ferme venait de perdre l'homme qui connaissait le secret de la culture. Le lendemain matin, les machines entrèrent dans le lot 7 comme elle l'avait ordonné. Le grondement du moteur semblait être une victoire, mais Gilberto ne parvint pas à ressentir de soulagement. Il marcha jusqu'au bord de la plantation et vit le premier grain écrasé entre les doigts de l'opérateur. Il était trop humide. Ce n'était pas encore un désastre, mais c'était un avertissement. Et un avertissement ignoré, sur cette terre, devenait souvent un préjudice avant la fin de la semaine. Isabella reçut l'échantillon au bureau et essaya de garder le visage immobile. Pour la première fois, le tableau devant elle sembla trop petit. Dehors, le vent souleva de la poussière sur la cour et personne ne sut dire si c'était une coïncidence ou le présage de quelque chose de pire qui approchait, très près. Le deuxième jour, sans M. Valmir, commença par un silence étrange dans le logement des péons. Personne ne commentait ouvertement le renvoi, mais tous travaillaient comme s'ils marchaient sur un sol fissuré. Gilberto essaya d'assumer les décisions qui passaient autrefois par le regard de Valmir, mais il découvrit vite que connaître les noms des lots n'était pas connaître l'âme de chaque secteur. La radio appelait sans arrêt. Un opérateur demandait s'il pouvait avancer par le couloir est. Un autre voulait savoir s'il fallait suspendre l'irrigation dans le secteur nord. Un troisième avertissait que le tapis de l'entrepôt faisait un bruit différent. C'étaient de petites questions, mais ensemble elles devenaient une tempête. Isabella reçut les premiers rapports de perte avant le déjeuner. Le lot 7 livrait des grains avec une humidité au-dessus de la limite, exactement comme Valmir l'avait prévu. La coopérative accepterait une partie de la charge, mais avec une forte décote. Elle signa tout de même l'autorisation d'envoi, essayant de se convaincre qu'il valait mieux perdre un peu que tout retarder. Sauf que la ferme ne perdait pas un peu. En fin d'après-midi, le pivot du Nord cessa de tourner. 2 techniciens furent appelés, ouvrirent le panneau, échangèrent des regards et dirent qu'il faudrait commander une pièce. 3 jours d'attente. Gilberto, en entendant cela, sentit son estomac tomber. Il savait que Valmir réglait ce défaut avec une petite clé et un ajustement caché dans la tuyauterie.
À l'aube suivante, la pluie arriva hors saison. Ce ne fut pas un grand orage, mais cela suffit à détremper la partie basse du lot 6. Isabella se réveilla avec des messages sur son portable et arriva au champ avec une cape neuve, encore raide, qui laissait à peine ses bras bouger. Elle trouva un tracteur enfoncé jusqu'à l'essieu, 2 machines arrêtées derrière lui et des hommes attendant un ordre. Le superviseur Lucas, embauché à la hâte pour montrer le renouveau, suggéra de tirer le tracteur par l'avant. Un péon plus âgé avertit que cela casserait le bras d'attelage. Lucas insista. La pièce se cassa. Encore un préjudice, encore des heures perdues, encore des regards cachés cherchant quelqu'un qui n'était pas là. Cet après-midi-là, Isabella s'enferma dans le bureau et ouvrit le système financier. Les chiffres rouges grandissaient comme du feu dans de l'herbe sèche. Décote des grains, techniciens d'urgence, pièces importées, machines arrêtées, carburant gaspillé, heures supplémentaires sans résultat. La valeur dépassait 300 000 réais en moins de 2 semaines. Elle tenta d'appeler Augusto, mais Dona Neuza répondit et dit que le médecin avait interdit toute discussion. Isabella raccrocha avant de pleurer. Elle ne voulait pas admettre à sa mère qu'elle avait perdu le contrôle. Encore moins dire que la phrase de Valmir résonnait dans sa tête à chaque nouveau problème. La culture respecte celui qui apprend son secret avec patience. Gilberto, pourtant, ne supporta plus. Le lendemain matin, il prit la camionnette et alla en ville. Il trouva Augusto assis sur la véranda, pâle, avec une couverture sur les genoux et une colère contenue dans les yeux avant même d'entendre l'histoire. Gilberto raconta tout. Il raconta la réunion, l'humiliation publique, le portail, le départ de Valmir, le lot 7, le pivot, le tracteur, les décotes, le risque d'amende de la coopérative. Il raconta aussi sa lâcheté. Il dit qu'il aurait dû défendre son compagnon et qu'il ne l'avait pas fait. Augusto écouta jusqu'au bout, sans interrompre. Quand Gilberto termina, le colonel respira profondément et ferma les yeux pendant quelques secondes. Dona Neuza apparut à la porte et comprit. Elle ne laissa pas son mari se lever. Elle prit les clés et dit qu'elle irait à la ferme. Augusto, pourtant, demanda le téléphone. Il appela l'ancien chauffeur et donna une autre adresse, la maison de Valmir. Il dit seulement qu'il devait demander pardon en le regardant dans les yeux. La voiture arriva dans la cour simple au milieu de l'après-midi. Valmir réparait une clôture avec son gendre. En voyant Augusto, il posa le marteau, essuya ses mains sur son pantalon et attendit. Il ne semblait pas surpris, seulement fatigué. Dona Irene servit du café sans rien demander et laissa les 2 hommes sur la véranda. Augusto commença lentement. Il parla des années où Valmir avait sauvé des récoltes sans apparaître, des nuits où il était sorti avec une lampe avant la pluie, des conseils qui avaient valu plus qu'une coûteuse consultation. Puis il demanda pardon, non pas les excuses d'un patron essayant de récupérer un employé, mais celles d'un homme qui reconnaît un déshonneur. Il dit que sa fille s'était trompée, mais que l'erreur était aussi la sienne, pour avoir élevé Isabella trop loin de la vérité qui soutenait la famille. Valmir écouta en silence. Quand il répondit, sa voix vint ferme et basse. Il dit qu'un emploi se trouvait, mais que le respect perdu devant les hommes faisait plus mal qu'un renvoi. Augusto proposa son retour avec un poste officiel de gérant des opérations agricoles, un salaire triplé et une participation aux résultats. Valmir regarda la cour, la clôture inachevée, sa femme à la fenêtre. Il accepta, mais à une condition, sur le terrain, la décision technique serait la sienne. Celui qui voudrait apprendre l'accompagnerait. Celui qui voudrait commander sans comprendre resterait loin. Augusto lui serra la main sans négocier une virgule. Le retour eut lieu avant l'aube. Il n'y eut ni musique, ni étreinte, ni belle scène. Il y eut du soulagement mêlé à de la honte. Isabella était dans la cour quand Valmir descendit de la camionnette de Gilberto. Pendant un instant, les 2 restèrent face à face. Elle ouvrit la bouche, mais aucune phrase préparée ne servit. Valmir la salua simplement d'un signe de tête et alla directement au pivot du nord. Il marcha jusqu'à une vieille armoire au fond de l'atelier, prit une pièce gardée dans une boîte rouillée et fit l'ajustement en 20 minutes. L'eau recommença à courir dans le secteur, comme si la ferme respirait après être restée bloquée pendant des jours. Ensuite, il alla au lot 6. Il ordonna de ne plus tirer aucune machine par l'avant, ouvrit un chemin latéral, demanda du bois sec, une chaîne courte et de la patience. En 2 heures, le tracteur sortit sans nouveau dommage. Lucas observa en silence, rouge de gêne. Dans le lot 7, Valmir sépara la zone compromise, ajusta l'itinéraire des machines
et sauva ce qui pouvait encore être sauvé. Le soir, la coopérative reçut un nouveau calendrier et suspendit l'alerte d'amende. Le préjudice ne disparut pas, mais il cessa de grandir. Isabella accompagna tout en silence. Augusto avait décidé qu'elle resterait à la ferme comme apprentie, non comme chef. Le premier jour, son orgueil lui fit encore mal. Le deuxième, ses pieds lui firent plus mal. Le troisième, elle arriva avant le soleil sans que personne ne l'appelle. Valmir ne facilita rien et ne l'humilia pas non plus. Il enseigna comme on enseigne à quelqu'un qui a enfin décidé d'écouter. Il montra la différence entre une feuille fatiguée et une feuille malade, entre de la boue superficielle et une humidité profonde, entre une précipitation productive et une précipitation stupide. Isabella notait moins et observait davantage. 3 semaines plus tard, une forte pluie menaça le lot 2. La radio appela à 2 heures du matin. Isabella entendit, enfila ses bottes et partit. Elle trouva Valmir en train d'ouvrir un écoulement dans la boue, avec de l'eau jusqu'au tibia et une lampe fixée au chapeau. Sans demander la permission, elle prit une houe et entra à côté de lui. Ils travaillèrent 4 heures presque sans parler. Quand le jour se leva, le lot était sauvé. Valmir regarda le travail, puis la regarda elle, et lui demanda son avis sur la prochaine équipe. C'était une question simple. Pour Isabella, cela sembla plus grand que n'importe quel diplôme. Elle répondit lentement, sans essayer de paraître propriétaire de la vérité. Valmir écouta, corrigea un détail, en accepta un autre et continua à marcher. Pour la première fois depuis son arrivée, Isabella sentit qu'elle ne commandait pas et qu'elle n'était pas seulement tolérée. Elle apprenait, et cela suffit pour la faire continuer, humble, ferme et attentive au sol vivant. La récolte fut livrée dans les délais, avec des pertes enregistrées comme une leçon amère. Augusto signa le nouveau contrat de Valmir devant tout le monde. Gilberto demanda pardon pour s'être tu. Lucas commença à arriver tôt pour apprendre. Isabella, des mois plus tard, ne traversait plus la ferme comme une héritière intouchable. Elle marchait lentement, regardant les feuilles, le vent et le sol. Un après-midi, elle s'arrêta à côté de Valmir dans le lot 7. Elle dit seulement « Merci d'être revenu ». Il ajusta son chapeau et répondit « Remerciez la terre, mademoiselle. Elle enseigne durement, mais elle enseigne. » Isabella sourit, comprenant enfin que le respect naît dans la boue.